Le 10 juin 1944, au lever du jour, quelque part dans les haies bocagères de la Normandie, le sergent Pierre Laurent serrait les dents contre le froid humide qui s'infiltrait sous son uniforme kaki trempé. Le vent du matin portait l'odeur âcre de la terre remuée et de la poudre brûlée, tandis que des explosions lointaines ébranlaient l'horizon comme des coups de tonnerre étouffés. Son peloton, une poignée d'hommes du 2e régiment de dragons, était tapi dans un fossé boueux, les fusils garants à l'épaule, les yeux rivés sur la ligne de crête devant eux. Les Allemands tenaient ferme là-haut, avec leurs bunkers camouflés et leurs mitrailleuses MG-42 qui crachaient de la mort à intervalles réguliers. Laurent essuya la boue de son visage, son cœur battant au rythme saccadé d'un moteur diesel qui toussotait au loin, un de ces bruits qui vous glaçaient le sang, mélange de mécanique et de menace. Autour de lui, les soldats murmuraient des jurons étouffés. Il y avait le caporal Duval, un Parisien au regard dur, qui rechargeait son Thompson avec des gestes précis, et le jeune recrue Moreau, à peine sorti de l'adolescence, dont les mains tremblaient sur la crosse de son fusil. Le radio, un gaillard nommé Leclerc, ajustait frénétiquement les boutons de son appareil SCR 300, cherchant un signal clair au milieu des interférences. « Capitaine, on est coincé !» grogna Laurent dans le talkie-walkie, sa voix rauque contre le grésillement statique. La 352e division SS bloque la route. Leurs PAC 40 nous attendent comme des loups. De l'autre côté, la voix du capitaine Renaud crépita. « Tenez bon, Laurent, le soutien arrive, ne bougez pas. » Mais le soutien, c'était une blague. Depuis le débarquement sur Omaha Beach 4 jours plus tôt, tout n'était que chaos. Les Sherman des Américains patinèrent dans la boue, les half-tracks étaient embourbés, et les officiers promettaient des renforts qui n'arrivaient jamais. Laurent leva les yeux vers le ciel gris, où un P-47 Thunderbolt filait bas, larguant ses bombes sur une position allemande invisible. L'explosion secoua la terre, projetant des mottes de gazon sur leurs casques. « Si on reste là, on est mort », murmura Duval, crachant un glavio de tabac. Laurent hocha la tête. Il savait que la guerre n'était pas faite que de plans grandioses. C'était des choix dans la fange, des erreurs qui coûtaient des vies. Soudain, un ronronnement sourd émergea du brouillard matinal, différent des grondements habituels des chars lourds. Ce n'était pas le vrombissement d'un panthère ou d'un tiger, non. C'était plus léger, presque anachronique, comme un vestige d'une autre époque. Les hommes se redressèrent, armes prêtes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla Moreau, les yeux écarquillés. Laurent plissa les yeux et vit une silhouette trapue émerger d'un chemin creux, couverte de branchages et de boue séchée. C'était un véhicule oublié, un M3A3 Stuart, un tank léger américain que les Alliés avaient relégué aux oubliettes depuis les premières heures du conflit. Avec son canon de 37 mm et ses chenilles fines, il ressemblait à un jouet face aux monstres blindés de la Wehrmacht. Mais il roulait, indomptable, piloté par un sergent-chef yankee nommé Jack Harlan, un Texan au sourire carnassier qui avait hérité de cette relique lors d'un échange hâtif avec une unité en retraite. Harlan, casquette de baseball vissée sur la tête, actionnait les leviers dans l'habitacle exigu, l'air chargé d'odeurs d'huile chaude et de sueur. « Allez, petite bête, montre-leur ce que t'as dans le ventre », marmonna-t-il en anglais, ignorant les regards incrédules des Français. Le Stuart avait été abandonné près de 40 ans après une avarie, réparé à la va-vite par un mécano du génie. Oublié dans un dépôt, il avait échappé aux réquisitions pour les fronts plus importants. Pourtant, ce jour-là, il était là, filant à 45 km/h sur le terrain accidenté, ses phares éteints pour ne pas trahir sa présence. Les Allemands, postés dans leur nid de mitrailleuses, ne l'avaient pas vu venir. Ils s'attendaient à des vagues de Shermans ou à des bombardements massifs, pas à ce fantôme roulant. Laurent observa, fasciné comme le Stuart zigzaguait entre les haies, son moteur Wright Continental Air 975 rugissant doucement. Imaginez-vous là, accroupi dans la boue, sentant la vibration du sol sous vos bottes, alors que ce petit blindé s'approche. Harlan visa la première position ennemie, un bunker de béton armé flanqué de 2 PAC 40 anti-chars.
le canon de 37 mm cracha une salve. Le recul secouant la tourelle. Le premier obus frappa la tourelle d'une MG-42, la faisant exploser en une gerbe de flammes et de débris. Les Allemands ripostèrent, leurs balles ricochant sur l'armure fine du Stuart avec des pings métalliques. Mais Harlan ne ralentit pas. Il vira brusquement, utilisant la vitesse pour contourner un fossé, et tira à nouveau. Le second obus perça le flanc d'un bunker, déclenchant une chaîne d'explosions internes, munitions stockées qui sautaient comme des pétards. En quelques minutes, le chaos s'empara de la ligne de défense. Les soldats de la 352e, pris au dépourvu, jaillirent de leurs abris, criant en allemand des ordres paniqués. « Was ist das? Ein Maus » hurla un lieutenant SS, pointant du doigt ce tank minuscule qui semblait danser entre les impacts. Harlan, riant dans son casque, enclencha la marche avant et fonça droit sur une position d'artillerie. Le Stuart bondit par-dessus un talus, ses chenilles labourant la terre, et écrasa une mitrailleuse sous son poids. Une grenade anti-char vola vers lui, mais Harlan la vit venir. Il accéléra, la faisant exploser prématurément dans un nuage de fumée noire. Vous sentez l'adrénaline, n'est-ce pas? Le cœur qui cogne, la poussière qui pique les yeux, tandis que ce véhicule improbable, ce Stuart oublié, brise l'ordre allemand comme un marteau sur du verre. Laurent ne perdit pas une seconde. « En avant, suivez-le » ordonna-t-il, bondissant du fossé. Son peloton chargea, fusil crachant le feu, profitant de la brèche. Duval abattit un Allemand qui s'enfuyait, Moreau couvrit le flanc avec des rafales précises. Le radio Leclerc hurla dans son appareil « Capitaine, on avance, le petit tank fait des miracles !» Mais déjà, Harlan ralentissait, son Stuart fumant d'un impact mineur. Les PAC 40 restantes pivotaient, leurs canons de 75 mm pointés. Le sergent-chef Yankee jura en anglais, sachant que son jouet ne tiendrait pas longtemps contre ça. La ligne était percée, mais la bataille ne faisait que commencer, et les renforts allemands affluaient depuis l'arrière. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. Pourtant, au milieu de ce tumulte, Laurent se demanda comment un engin si modeste avait-il pu changer le cours d'une matinée sanglante. Le Stuart toussa une dernière fois, son équipage sautant dehors, mais la voie était ouverte, et avec elle, un chemin vers l'intérieur des terres normandes, vers Caen, vers la libération. Mais les ombres s'allongeaient et les Tigers n'étaient pas loin. Les ombres des haies s'étiraient comme des doigts crochus sur le sol normand, tandis que le sergent Pierre Laurent menait son peloton à travers la brèche ouverte par le Stuart. Le petit tank, maintenant immobile et fumant, gisait comme un animal blessé au bord du chemin creux, son canon de 37 mm, encore chaud, pointé vers le ciel. Jack Harlan, le sergent-chef américain, sauta de la tourelle avec agilité, son M1 Garand à la main, suivi de son chargeur, un gamin du Midwest nommé Eddie Ruiz. « On l'a eu, les gars !» lança Harlan en anglais, un sourire triomphant barrant son visage barbouillé de cambouis. Laurent, haletant, lui tapa l'épaule. « Merci, mon ami. Sans ton jouet, on était cuit. » Mais il n'y avait pas de temps pour les accolades. Les cris en allemand fusaient déjà depuis l'arrière de la ligne ennemie, et le grondement distant de moteurs diesel lourds faisait vibrer l'air. Duval, le caporal parisien, couvrait le flanc gauche, son Thompson mitraillant un groupe de soldats de la 352e division qui tentaient de reformer leurs rangs. Les balles sifflaient comme des guêpes enragées, arrachant des écorces aux haies et projetant des jets de terre. Moreau, le jeune recrue, trébucha sur une racine, mais se releva en tirant à l'aveugle, son fusil Garand claquant avec une fureur désespérée. « Ils arrivent, des half-track !» hurla Leclerc, le radio, son SCR 300 calé contre l'épaule tandis qu'il courait. Laurent jeta un œil par-dessus une murette de pierre effondrée. 3 essais, KFZ2. 251, ces demi-chenilles blindées allemands émergeaient d'un bois adjacent, leur mitrailleuse MG-34 déjà en batterie. Derrière eux, l'ombre massive d'un Panzer IV se profilait, son canon long de 65 x 5 mm KK-40 pivotant lentement pour viser la percée.
Imaginez-vous là, le cœur cognant contre vos côtes, l'odeur âcre de la cordite vous piquant le nez, alors que le peloton s'enfonce dans le labyrinthe des bocages. Ces haies épaisses, vestiges d'un paysage agricole paisible, étaient devenues un cauchemar tactique, des murs naturels qui canalisaient les assauts et protégeaient les embuscades. Laurent savait que la 352e, renforcée par des éléments de la 12e division SS Panzer, ne lâcherait pas facilement. Ils avaient creusé des tranchées, installé des barbelés et des mines Teller anti-chars, attendant les vagues alliées avec une discipline prussienne. Mais le Stuart avait semé le doute. Les Allemands, habitués aux assauts massifs, paniquaient face à cette intrusion imprévue. Harlan, refusant d'abandonner son véhicule, grimpa à nouveau dans le Stuart, malgré les protestations. « Cette petite salope a encore du jus », grogna-t-il, redémarrant le moteur Wright Continental qui tout sauta avant de rugir. L'armure fine, à peine 38 mm à l'avant, ne résisterait pas à un coup direct d'un PaK 40, mais la vitesse était son atout. Il enclencha la marche avant, et le tank léger bondit en avant, zigzagant entre les haies comme un lièvre traqué. Ruiz, dans la tourelle, chargea un nouveau obus perforant, ses mains tremblant légèrement sous la tension. « Objectif, ce half-track de tête !» ordonna Harlan, visant le SDE KFZ 251 qui avançait en crachant une rafale de balles. Le canon de 37 mm tonna, l'obus traversant l'avant du véhicule ennemi dans un éclat de métal tordu. L'explosion fit basculer le half-track sur le côté, ses occupants sautant dehors en flammes, hurlant des ordres incohérents. Les Français profitèrent du moment. Laurent lança une grenade Mills vers un groupe d'Allemands retranchés derrière un mur de terre, l'explosion les dispersant comme des feuilles au vent. Duval et Moreau avancèrent côte à côte, abattant 2 SS qui tentaient de recharger une MG-42. Leclerc, suant à grosses gouttes, contacta enfin le capitaine Renaud. « On tient la brèche, mais ils envoient du lourd. Demandez des Sherman. » La réponse crépita. « Accrochez-vous, l'artillerie de campagne arrive dans 10 minutes. Ne les laissez pas refermer. » Mais 10 minutes, c'était une éternité dans ce enfer. Le Panzer IV, maintenant à portée, tira une salve. L'obus s'écrasa à 10 mètres du Stuart, soulevant un geyser de boue qui aveugla Harlan l'espace d'une seconde. Le tank américain vira sec, ses chenilles patinant sur l'herbe glissante, et riposta avec sa mitrailleuse coaxiale, Browning 30, fauchant l'équipage exposé du Panzer. Pourtant, la chance tournait. Un second half-track, plus prudent, contourna la carcasse de son jumeau et déversa une escouade de grenadiers équipés de Panzerfaust, ces lance-roquettes portatifs qui transformaient n'importe quel fantassin en chasseur de chars. « Couvrez-moi » cria Laurent, plongeant derrière une haie tandis qu'une roquette filait vers le Stuart. Harlan accéléra mais l'impact frôla la chenille droite, arrachant un maillon et ralentissant le véhicule à une allure boiteuse. Ruiz jura en espagnol, tirant au jugé pour couvrir leur retraite. Les Allemands pressaient, leur cri de « Vorwärts » résonnant comme un défi. Duval fut touché à l'épaule, une balle le faisant tournoyer sur lui-même. Laurent le traîna à couvert, bandant la plaie avec un chiffon sale. « Tenez bon, caporal, pas question de crever ici. » Au milieu du chaos, Harlan prit une décision risquée. Au lieu de fuir, il dirigea le Stuart droit sur le flanc du Panzer IV, utilisant la vitesse résiduelle pour percuter son chenillon latéral. Le choc fut brutal. Métal contre métal, un craquement assourdissant qui fit trembler le sol. Le Panzer, surpris par cette manœuvre suicidaire, recula, son canon trop lent pour ajuster le tir. Harlan, sonné mais vivant, émergea de la tourelle et lança une grenade thermite vers le compartiment moteur ennemi. Les flammes jaillirent, forçant l'équipage allemand à évacuer. Vous le sentez, cette bouffée d'espoir au milieu de la peur ? Le petit Stuart, cabossé et fumant, avait encore frappé, brisant une autre maille de la défense. Mais les renforts allemands affluaient. Le ronflement profond d'un Tiger Ing, ce monstre de 57 tonnes avec son canon de 90 mm MK36, émergeait maintenant du bois, son éperon Maybach HL 230 P45 dominant le paysage.
Laurent, le souffle court, réalisa que la percée n'était que temporaire. Son peloton, réduit à 5 hommes valides, se repliait vers un nouveau fossé, le Stuart servant de bouclier improvisé. Harlan, couvert de suie, croisa le regard du sergent français. « On continue ou on appelle les gros calibres ?» La question flottait dans l'air chargé de poudre, tandis que les premiers obus du Tiger sifflaient au-dessus de leur tête, creusant des cratères fumants. La matinée s'étirait en un après-midi sanglant, et la voie vers Caen semblait plus lointaine que jamais, mais ce véhicule oublié avait allumé une étincelle, une qui pourrait encore enflammer la campagne normande. Le soleil de midi filtrait à travers les nuages bas, projetant des ombres mouvantes sur les haies déchirées, tandis que le rugissement du Tiger Hymn emplissait l'air comme un orage imminent. Le sergent Pierre Laurent, le dos plaqué contre le flanc cabossé du Stuart, sentait la chaleur résiduelle du métal irradier à travers son uniforme trempé de sueur et de boue. Son peloton, épuisé et amoindri, s'était retranché dans un creux du terrain, les fusils garants pointés vers l'avant, mais tous savaient que face à ce colosse de la Wehrmacht, leurs armes semblaient dérisoires. Le Tiger, avec son blindage frontal de 100 mm et son canon KVK-36 de 86 litres capable de percer un Sherman à 1 km, avançait méthodiquement, ses chenilles larges broyant les talus comme du carton. À bord, l'équipage de la 12e division SS Panzer, dirigé par un Hauptsturmführer nommé Klaus Becker, scrutait les environs à travers les épiscopes, leurs voix tendues résonnant dans l'habitacle confiné. Feu frais. Objectif, ce tank léger devant eux, ordonna Becker d'une voix glaciale, son doigt sur la commande de tir. Le premier obus Sprenggranate partit avec un sifflement strident, frappant le sol à proximité du Stuart et soulevant un mur de terre qui aveugla Harlan et Ruiz. Le choc ébranla le petit blindé, faisant vibrer ses rivets comme des dents qui claquent. Jack Harlan, le sergent-chef texan, cracha un juron en anglais depuis la tourelle ouverte, ses oreilles bourdonnantes. « Ruiz, charge un perforant AP, on va pas se laisser bouffer comme ça !» Le chargeur, les mains noircies par la poudre, obéit frénétiquement, enfonçant l'obus de 37 mm dans la culasse avec un cliquetis métallique. L'odeur d'huile brûlée et de métal chauffé emplissait l'habitacle exigu, où la température montait comme dans une fournaise. Imaginez-vous là, tapis dans ce fossé, le cœur battant la chamade, sentant la vibration du sol sous vos paumes, alors que le Tiger pivote lentement, son canon long comme un canon de navire balayant le paysage. Laurent, les yeux plissés contre la poussière, murmura à Duval dont l'épaule bandée saignait à travers le chiffon. « On doit distraire cette bête. Harlan, tu peux encore bouger ?» Le Yank répondit par un hochement de tête déterminé, redémarrant le moteur Wright Continental qui pétarada avant de prendre vie. Malgré la chenille endommagée, le Stuart s'ébranla, boitant mais vif, zigzagant entre les haies pour offrir une cible mouvante. « Couvrez-nous, Frenchies, on va lui chatouiller les flancs !» cria Harlan, enclenchant la marche avant. Le tank léger fila à 30 km/h, ses phares cassés et son camouflage de branchage arraché, le rendant presque spectral dans le chaos. Les Allemands, surpris par cette audace, ajustèrent leurs tirs. Un second obus frôla le Stuart, arrachant une branche d'une haie et projetant des éclats qui criblèrent la peinture écaillée. Ruiz, dans la tourelle, visa le flanc vulnérable du Tiger, là où le blindage latéral n'était que de 80 mm, et pressa la détente. Le canon cracha une flamme orange, l'obus perforant s'enfonçant avec un craquement sourd dans la jupe protectrice du monstre. Pas assez pour le détruire, mais suffisant pour endommager une chenille et ralentir sa progression. À l'intérieur du Tiger, Becker jura en allemand, sentant le choc se propager comme une onde de terreur. « Verdammt! C'est quoi ce insecte? Flankierin !» Ces mitrailleurs, équipés de MG-34, ouvrirent le feu. Une grêle de balles traçantes zébrant l'air et martelant l'armure fine du Stuart avec des impacts secs, comme des coups de marteau sur une tôle. Le peloton français ne resta pas les bras croisés. Laurent ordonna une salve coordonnée. « Feu à volonté !»
Visez l'équipage exposé. Moreau, le jeune recrue aux yeux fous d'adrénaline, tira une rafale de son garand, abattant un servant de mitrailleuse qui avait émergé du Tiger pour réparer. Duval, grimaçant de douleur, lança une grenade Mills vers le chenillon avant, l'explosion couvrant les optiques de fumée noire et forçant le tank à s'arrêter net. Leclerc, le radio, hurlait dans son SCR 300. « Capitaine Renaud, on a un Tiger sur nous !» Coordonnées 49, 3 nord, 1, 2 ouest, besoin d'artillerie lourde maintenant. La réponse crépita au milieu des interférences. Tenez 5 minutes. Les M7 Priest sont en route avec obusier de 105 km. Distrayez-le. 5 minutes, une éternité. Laurent sentit la bile monter dans sa gorge. Il avait vu ce que le KWK-36 pouvait faire à un homme, le transformer en brume rouge. Harlan, refusant la défaite, poussa le Stuart au maximum, contournant une haie pour approcher par le 3/4 arrière l'angle mort du Tiger. « Tiens bon, petite, on va lui faire regretter d'être sorti du lit », marmonna-t-il, actionnant la mitrailleuse coaxiale Browning, 30 cales qui crépita, criblant les grilles de ventilation du monstre. Un cri étouffé s'éleva de l'intérieur, un membre d'équipage touché, du sang coulant sur les leviers. Baker, furieux, ordonna un pivotement désespéré, mais la chenille endommagée patina, le Tiger se cabrant comme un animal blessé. Ruiz, profitant de l'ouverture, tira un obus explosif HE qui frappa la tourelle et fit sauter un périscope dans une gerbe d'étincelles. Vous le vivez, n'est-ce pas? Cette tension palpable, l'air chargé de sueur et de peur, où chaque seconde pourrait être la dernière, et pourtant, ce véhicule oublié, ce Stuart rafistolé, dictait le rythme du combat. Soudain, le sol trembla sous un nouveau grondement, pas allemand cette fois. Au loin, le vrombissement d'un convoi allié perça le tumulte. 3 M7 Priest, ces autochenilles automotrices de 105 mm, émergeaient d'un chemin latéral, leurs canons déjà pointés. « Artillerie en position !» beugla un officier américain par radio, et les premiers obus partirent en arc, sifflant au-dessus des Français pour s'abattre sur le Tiger. Le premier impact secoua le blindage, fissurant une plaque. Le second, direct sur la chenille, la fit sauter dans une explosion de métal tordu. Baker, le visage blême, ordonna l'évacuation. « Ross! Allman Ross !» L'équipage sauta, mitraillé par Duval et Moreau, tandis qu'ils fuyaient vers les bois. Laurent se releva, haletant, observant le Tiger immobilisé, fumant comme un volcan éteint. Harlan gara le Stuart à couvert, son moteur s'essoufflant enfin dans un soupir mécanique. « On l'a eu, sergent, ton peloton est ma ferraille », dit-il avec un clin d'œil épuisé. Mais la victoire était fragile. Des éclaireurs allemands, survivants de la 352e, signalaient déjà des renforts plus au nord, des Jagdpanzer IV, ces chasseurs de chars avec leurs canons de 75 mm PK-42, prêts à contre-attaquer. Leclerc capta un message fragmenté. « Panzergruppe arrive. Tenez la ligne. » La percée vers Caen s'élargissait, mais le prix montait, et dans l'ombre des bocages, d'autres ombres se mouvaient, attendant leur heure pour refermer les mâchoires. L'après-midi s'étirait en une chaleur étouffante sur les bocages normands, où l'air vibrait encore des échos des explosions, chargé d'une odeur persistante de caoutchouc brûlé et de terre calcinée. Le sergent Pierre Laurent essuya la sueur de son front, son regard balayant le paysage dévasté. Le Tiger I gisait sur le flanc, une carcasse fumante dont les chenilles tordues pointaient vers le ciel comme des griffes brisées. Son peloton, réduit à une ombre de lui-même, reprenait son souffle dans le creux d'une haie effondrée, les fusils garant encore chauds contre leur poitrine haletante. Duval, l'épaule enveloppée d'un bandage improvisé qui suintait du sang, serrait les dents pour ne pas gémir. Moreau, le jeune recrue, fixait le sol d'un air hébété, ses mains tremblantes serrant une gourde vide. Leclerc, le radio, ajustait son SCR 300, captant des bribes de transmission. Renforts alliés en approche. Mais les Boches bougent au nord. Jack Harlan, le sergent-chef texan, descendit du Stuart avec une grimace, son uniforme kaki déchiré révélant des ecchymoses naissantes.
Le tank léger, ce M3A3 rafistolé avec son canon de 37 mm incliné et ses chenilles abîmées, toussait comme un vieil ivrogne, son moteur Wright Continental R 975 en surchauffe, laissant échapper des volutes de vapeur. Eddie Ruiz, le chargeur, vérifiait les munitions restantes. Une dizaine d'obus perforants et quelques explosifs HE. Pas de quoi tenir une journée entière. « Cette ferraille a tenu le coup, sergent », dit Harlan à Laurent en français approximatif, un sourire fatigué aux lèvres. « Mais si on veut pousser vers Caen, faut réparer cette chenille avant que les Fritz nous tombent dessus. » Laurent hocha la tête, sentant le poids de la décision peser sur ses épaules. La percée était ouverte, une brèche de 200 mètres dans la ligne de la 352e division, mais les Allemands n'abandonneraient pas sans lutter. Des éclaireurs avaient signalé des mouvements. La Panzergruppe Ouest, avec ses Jagd Panzer IV et ses Halftracks SD KFZ 250, se repositionnait pour une contre-attaque. Imaginez-vous là, le soleil cognant sur votre casque, la poussière collant à votre peau moite, tandis que le peloton se remet en marche, longeant les haies comme des ombres furtives. Laurent prit la tête, ordonnant un pas de loup, « Restez groupés. Duval, couvre l'arrière. Leclerc, reste en contact avec Renault. » Le capitaine avait promis des renforts. Un peloton de Shermans M83 du 2e régiment de dragons, escorté par des Halftrack M3. Mais dans ces labyrinthes bocagés, les distances se mesuraient en heures, pas en minutes. Le Stuart, tracté à la main par Ruiz et Harlan pour soulager la chenille endommagée, suivait tant bien que mal, ses phares brisés et son blindage criblé de trous comme une passoire. Chaque pas faisait crisser les graviers sous les bottes et le silence relatif était rompu seulement par le bourdonnement distant d'un Piper L4 Cub de reconnaissance alliée qui survolait la zone, larguant des fumigènes pour masquer leur avance. Soudain, un craquement sec brisa la quiétude. Une branche cassée, ou pire, un piège. Laurent leva le poing, stoppant net le groupe. Devant eux, à travers une trouée dans les haies, émergeait une patrouille allemande, une escouade de grenadiers de la 12e SS Panzer, armée de MP-40 et de Panzerfaust, flanquée d'un SD KFZ 250, un demi-chenillé équipé d'une MG-42. « Halt, Verda !» aboya un sous-officier, son Schmeisser pointé. Le temps suspendit son vol. Laurent plongea derrière un talus, son garant crachant une rafale qui faucha le premier Allemand dans un geyser de sang. « Feu !» hurla-t-il, et le chaos reprit de plus belle. Duval, malgré sa blessure, vida son Thompson sur le half-track, les balles. 45 ricochant sur le blindage léger avant d'abattre le tireur de la mitrailleuse. Moreau, paniqué mais précis, toucha un grenadier qui armait un Panzerfaust, l'engin explosant prématurément dans ses mains et projetant des flammes sur ses camarades. Harlan, vif comme l'éclair, sauta dans le Stuart et redémarra le moteur d'un coup de manivelle désespéré. « Ruiz, obus, HE, on les disperse !» Le canon de 37 mm pivota avec un grincement, tirant un projectile qui frappa le SD KFZ, 250 en plein flanc, le faisant dévier dans une haie où il s'encastra, ses roues motrices tournant dans le vide. Les survivants allemands ripostèrent, une roquette Panzerfaust filant vers le tank léger. Vous la voyez venir, n'est-ce pas? Cette traînée de feu qui zèbre l'air, le sifflement qui vous glace le sang, tandis que Harlan vire à droite, l'impact explosant contre une murette et couvrant le Stuart d'éclats. La chenille endommagée céda un peu plus, mais le véhicule tint, ses chenilles fines, labourant la terre pour s'éloigner. Leclerc, plaqué au sol, hurla dans son radio. « Contact ennemi! Position compromise! Envoyez du soutien !» La réponse de Renault fut tachée par les interférences. Shermans à 5 minutes, tenait la route vers le croisement. Mais 5 minutes, c'était trop. Les Allemands, renforcés par un second half-track qui surgissait d'un chemin latéral, pressaient l'assaut. Un obus de leur canon monté, un pack à 38 de 50 mm, siffla près du peloton, creusant un cratère qui projeta Moreau à terre, sonné mais vivant.
Laurent, le cœur battant, lança une grenade Mills vers le véhicule, l'explosion arrachant une roue et forçant l'équipage à fuir. Duval abattit 2 fuyards d'une rafale, son visage pâle de douleur et de rage. « Il nous encercle, sergent, faut percer ou crever !» Harlan, sentant le steward sur le point de rendre l'âme, prit une décision folle. Au lieu de se replier, il chargea droit sur le croisement, utilisant la vitesse résiduelle pour franchir une barrière de barbelés. « Accrochez-vous les Frenchies! Suivez-moi si vous voulez vivre !» cria-t-il, le tank bondissant par-dessus un fossé peu profond, ses suspensions grinçant sous l'effort. Ruiz, dans la tourelle, arrosa les Allemands avec la mitrailleuse Browning. 30 fauchant une escouade qui tentait de former une ligne. Le peloton suivit, courant à travers la fumée, Laurent couvrant Harlan d'une salve de son fusil. Imaginez la scène. Vos poumons en feu, les balles sifflant autour de vous, le ronronnement du steward comme un phare dans la tempête, brisant les rangs ennemis par sa simple audace. Pourtant, la chance avait ses limites. Au croisement, un Jagdpanzer Karp 70 surgit de l'ombre d'une ferme en ruine, son canon PAK-42 L-70 de 75 mm pointé comme une lance mortelle. Ce chasseur de chars, avec son blindage incliné et son superstructure basse, était un cauchemar pour les tanks légers, silencieux, précis, impitoyables. « Achtung, Fein Panzer !» beugla son commandant, un vétéran de l'Est nommé Heinrich Voss. Le premier obus partit, frôlant le steward et explosant une haie en gerbe de flammes. Harlan jura, pivotant pour riposter, mais son canon de 37 mm ne pouvait percer cette armure frontale de 80 mm. Ruiz tira un HE, endommageant seulement une chenille, mais le Jagdpanzer avança, sa mitrailleuse MG-34 crachant la mort. Laurent, voyant le piège se refermer, ordonna la dispersion. « Vers les bois, Harlan, distrayez-le !» Le Texan obéit, le steward filant en zigzag, attirant le feu ennemi, tandis que le peloton se glissait dans un sous-bois dense. Duval trébucha, une balle éraflant sa botte. Moreau le releva, les 2 hommes rampant comme des rats. Leclerc capta un signal faible. « Shermans en vue !» Au loin, le grondement des moteurs radio des M4A3 perçait enfin le tumulte, leurs tourelles pivotant pour viser le Jagdpanzer. Mais pour l'instant, le combat était intime, brutal, le steward contre le chasseur, un duel où chaque seconde comptait. Voss, dans son Jagdpanzer, visa à nouveau, ignorant que ce véhicule oublié, ce fantôme des champs normands, refusait encore de mourir. La percée vers Caen palpitait comme une veine ouverte, mais les ombres allemandes s'épaississaient et un nouveau grondement, plus lourd, plus menaçant, émergeait de l'horizon est, promettant une nuit de fer et de feu. Le crépuscule tombait sur les bocages comme un voile de plomb, teignant les haies déchiquetées d'une lueur orangée qui faisait danser des ombres longues et menaçantes. Le sergent Pierre Laurent rampait dans le sous-bois humide, les branches griffant son uniforme comme des ongles acérés, tandis que le ronflement saccadé du steward perçait le tumulte comme un cri de défi. Jack Harlan, le visage crispé sous sa casquette de baseball inclinée, actionnait les leviers dans l'habitacle exigu, le moteur Wright Continental R915, haletant sous l'effort. Le tank léger, sa chenille droite pendante comme une jambe cassée, zigzaguait entre les arbres pour esquiver le Jagdpanzer 470, ce chasseur de chars tapi dans l'ombre d'une ferme en ruine. Heinrich Voss, à bord du monstre allemand, serrait les dents sur sa commande de tir, son canon PAK 42 L70 de 75 mm, pivotant avec une précision mortelle, son obus suivant la traînée fumante d'un tir précédent. « Ruiz, charge un AP ! On lui fait payer ça !» grogna Harlan en anglais, sa voix couvrant à peine le grincement des engrenages. Eddie Ruiz, le chargeur au regard fiévreux, enfonça un obus perforant dans la culasse du canon de 37 mm, ses doigts glissant de sueur. Le steward riposta, le projectile sifflant dans l'air chargé de poudre, mais il ricocha sur le blindage incliné du Jagdpanzer, 80 mm d'acier Z, que rien de si modeste ne pouvait percer de front.
Voss rit froidement dans son intercom « Klein Spielzeug ». Zerketches. Son mitrailleur, une MG-34 coaxiale, cracha une rafale qui cribla la tourelle du Stuart, arrachant un éclat qui entailla l'épaule de Ruiz. Le sang coula, chaud et poisseux. Mais le jeune homme tint bon, rechargeant avec une détermination farouche. Imaginez-vous là, le souffle court dans l'humidité du sous-bois, sentant la terre humide collée à vos genoux, tandis que les impacts ébranlent les troncs autour de vous. Laurent, fusil garant en bandoulière, fit signe à son peloton. Duval, pâle comme un linge avec son bandage imbibé, couvrait le flanc droit. Moreau, les yeux écarquillés par la peur et l'épuisement, serrait son arme comme un talisman. Leclerc, le radio, murmurait des coordonnées dans son SCR 300, priant pour que le signal passe au milieu des interférences. Capitaine, le Jagdpanzer nous cloue. Sherman où? La voix de Renaud crépita enfin. 2 minutes. Distrayez-le, Laurent. Les M4A3 ont des obus HVAP pour ce genre de salaud. 2 minutes. Une vie entière dans ce enfer. Le peloton surgit des fourrés comme des loups affamés. Laurent visa un servant exposé sur le Jagdpanzer, son garant claquant avec une précision née du désespoir. La balle toucha l'homme à la gorge, le faisant basculer dans un gargouillis étouffé. Duval, grimaçant de douleur, vida son Thompson sur la superstructure basse. Les balles, 45 ricochant mais forçant le mitrailleur à se baisser. Moreau lança une grenade Mills vers les chenilles. L'explosion soulevant un jet de terre qui obscurcit les optiques du chasseur. Voss jura, pivotant son véhicule pour riposter, un obus HE frappa un arbre près du Stuart, l'éclatant en une pluie d'échardes qui lacérèrent l'armure fine du tank américain. Harlan hurla de rage, virant sec pour contourner une haie, le Stuart patinant sur la boue glissante, ses phares brisés ne laissant que des traces fantomatiques dans la pénombre naissante. Les Allemands pressaient, une escouade de grenadiers de la 12e SS émerge des ruines de la ferme, leur MP-40 crachant des rafales courtes et mortelles. Un Panzerfaust siffla, sa roquette filant droit sur le flanc vulnérable du Stuart. « À terre !» beugla Laurent, plongeant avec Duval, tandis que l'impact secouait le tank comme un jouet jeté. Harlan, projeté contre les parois, reprit les commandes, le sang coulant d'une coupure au front. « Pas aujourd'hui, Fritz !» marmonna-t-il, enclenchant la marche arrière pour reculer dans un fossé. Ruiz, tenant son épaule blessée, tira avec la mitrailleuse Browning. 30, fauchant 2 grenadiers qui s'approchèrent trop près, leur corps s'effondrant dans l'herbe haute comme des poupées désarticulées. Leclerc capta un bourdonnement croissant. « Ils arrivent, les Sherman !» Au loin, le grondement des moteurs radio des M4A3 Sherman déchira l'air, leurs chenilles larges broyant les chemins creux. 3 tanks alliés du 2e régiment de dragons surgirent d'une trouée, leurs tourelles pivotant avec un vrombissement hydraulique. Le commandant du premier, un lieutenant français nommé Moreau, ironie du sort pour le jeune recrue du peloton, visa le Jagdpanzer à travers sa lunette M71. « Feu à volonté, obus perforant !» ordonna-t-il. Le canon de 75 mm M3 du Sherman tonna, l'obus HVAP, hyper-vélocité armure perçant, traversant le blindage frontal du chasseur comme du papier. L'explosion interne fit sauter la tourelle dans une boule de feu, projetant Voss et son équipage dans un chaos de flammes et de métal tordu. Les grenadiers restant fuirent, mitraillés par les mitrailleuses coaxiales des Sherman. Laurent se releva, le cœur cognant encore, observant le Jagdpanzer réduit à une épave fumante. Harlan gara le Stuart à couvert, son moteur s'éteignant dans un râle final, et sauta dehors, acclamé par un cri étouffé du peloton. « Bien joué, les gars, cette ferraille nous a sauvé la mise », dit-il, serrant la main de Laurent. Duval, adossé à un tronc, esquissa un sourire malgré la fièvre qui montait. Moreau, le recrue, s'effondra enfin, les larmes coulant sur ses joues sales. Les Sherman avancèrent, leurs équipages, des Français et des Américains mélangés, couvrant la percée élargie, leurs canons pointés vers l'horizon où les ombres s'épaississaient. Mais la nuit n'apportait pas le repos. Leclerc, scrutant son appareil, pâlit. Transmission interceptée, la Panzergruppe Ouest contre-attaque au nord.
des Stug-3 et des Half-Track. Ils visent le croisement pour refermer la brèche. Renaud confirma par radio « Tenez jusqu'à l'aube. L'infanterie suit avec des bazookas. Camp est à portée. » Laurent leva les yeux vers le ciel où des phares alliés illuminaient sporadiquement les champs, révélant des mouvements ennemis. Le Stuart, ce véhicule oublié qui avait brisé la ligne en quelques minutes folles, gisait maintenant silencieux, mais son legs pulsait dans les veines du peloton. Une voie ouverte vers l'intérieur, vers la libération. Pourtant, le nouveau grondement à l'est, plus profond, plus orchestral, annonçait une tempête de fer. Les renforts allemands, menés par un bataillon de Panthers, roulaient dans l'obscurité, prêts à engloutir la percée naissante. La nuit normande s'annonçait sanglante, et chaque ombre pouvait cacher la mort. La nuit normande enveloppait les bocages d'un manteau d'encre, percé seulement par les éclats intermittents des phares alliés qui tombaient comme des étoiles mourantes, illuminant les silhouettes tordues des haies et les carcasses fumantes des véhicules. Le sergent Pierre Laurent, accroupi près du Stuart immobile, sentait l'humidité glacée s'infiltrer dans ses os, mélange de rosée et de sueur froide. Son peloton, des ombres épuisées, rechargeait ses armes dans le silence tendu. Duval, fiévreux contre un tronc, serrait son Thompson comme un crucifix. Moreau, le jeune recrue, fixait l'obscurité d'un regard hanté. Leclerc, le radio, tournait les boutons de son SCR 300, captant les murmures radio des Sherman M4A3 qui formaient maintenant une ligne défensive au croisement. Jack Harlan, le Texan au visage barbouillé, vérifiait une dernière fois le canon de 37 mm de son tank oublié, son M3A3, réduit à une épave boiteuse, chenille pendante et blindage percé comme une ruche. Le grondement à l'est grandissait, un roulement sourd et menaçant. La Panzergruppe West contre-attaquait. 3 Panthers au Sphé. D, ces félins de 45 tonnes, avec leur canon KVK 42 de 75 mm L70, émergeaient des ombres, flanqués de Half-Track SDKFZ, 251 bourrés de grenadiers de la 12e SS. À leur tête, un Obersturmführer nommé Erich Müller, vétéran de Kharkov, scrutait l'horizon à travers son épiscope, sa voix tranchante dans l'intercom. Zerschlagen Sie die Bresche, kein Zurückweichen. Les phares masqués, ils avançaient en formation échelonnée, leurs chenilles larges mâchant la terre molle, prêts à refermer la brèche ouverte par ce fantôme roulant. Imaginez-vous là, le pouls battant à vos tempes comme un tambour de guerre, l'odeur de cordite et de métal chauffé vous emplissant les narines, tandis que les premiers obus sifflent dans l'air nocturne. Laurent leva la main signalant l'alerte. « À couvert, ils arrivent par le nord-est !» Les Sherman répondirent instantanément, leur moteur radio Wright R975 rugissant dans l'obscurité. Le lieutenant Moreau, pas le recrue, mais le commandant du tank de tête, ordonna « Feu indirect, visez les Half-Track d'abord ». Les canons de 65 mm M3 tonnèrent, les obus perforants HVAP filant en arc pour s'abattre sur les SDKFZ. 251. Le premier Half-Track explosa dans une gerbe de flammes, projetant des corps enflammés sur les haies. Le second vira pour riposter, sa MG-42 crachant une rafale qui ricocha sur l'armure inclinée d'un Sherman. Harlan, refusant de laisser son Stuart en plan, grimpa dans la tourelle malgré les protestations de Laurent. « Cette bête a commencé le boulot, elle le finira !» grogna-t-il en français approximatif, redémarrant le moteur qui pétarada comme un râle d'agonie. Ruiz, l'épaule bandée à la va-vite, chargea un obus explosif HE, ses mains tremblantes mais résolues. Le tank léger s'ébranla, boitant vers le flanc de la formation allemande, utilisant les haies comme bouclier naturel. Un Panther pivota, son Cabreka 42 visant avec une précision chirurgicale. L'obus frôla le Stuart, arrachant une branche qui fouetta la peinture écaillée. Harlan riposta, son canon de 37 mm crachant une salve qui endommagea la jupe latérale du félin, forçant son équipage à ralentir pour ajuster. Le peloton français chargea dans la brèche, profitant du chaos. Laurent mena l'assaut, son garant claquant pour abattre un grenadier qui armait un Panzerfaust.
Duval, flanc gauche, Moreau, couvre Harlan. Duval, ignorant la douleur lancinante de son épaule, vida son Thompson sur un groupe d'SS qui jaillissait d'un fossé, les balles. 45, les fauchant comme de l'herbe. Moreau, le recrue transformé par le feu du combat, lança une grenade Mills vers un half-track survivant, l'explosion le faisant basculer dans un cratère boueux. Leclerc hurlait dans son radio « Capitaine Renaud, Panther sans vue, coordonnées précises, feu d'artillerie ». La réponse crépita « Obusier M2A1 en position. Impact dans 30 secondes. Tenez !» Les Panthers pressaient, impitoyables. Müller, dans son tank de commandement, ordonna un tir concentré « Ziel, der leichte Panzer, der 13 ». Un obus traversa l'air, frappant le Stuart en plein flanc. L'impact fut cataclysmique. L'armure fine, à peine 25 mm sur les côtés, céda, projetant Harlan et Ruiz dans un tourbillon de flammes et de débris. Le Texan hurla, son corps éjecté par la tourelle ouverte, atterrissant dans l'herbe avec un craquement sourd. Ruiz, piégé à l'intérieur, ne bougea plus, le feu léchant les munitions stockées. Laurent plongea vers lui, traînant le corps inerte du chargeur hors des flammes. Mais Harlan, le visage brûlé et une jambe brisée, leva un pouce faible. « On l'a eu. La ligne est brisée », murmura-t-il avant que la douleur ne l'emporte. Les obusiers alliés arrivèrent enfin. Un barrage de 105 mm qui transforma le paysage en enfer. Les explosions fleurirent comme des champignons atomiques, engloutissant les Panthers dans des geysers de terre et de métal. Un félin fut éventré, son réservoir de carburant sautant dans une boule de feu qui illumina la nuit. Un autre recula, chenille arrachée, son équipage fuyant sous les balles des Sherman. Müller, son tank touché, ordonna la retraite. Zurück, regrouper au sud. Les survivants de la 12e SS se dispersèrent dans les ombres, laissant derrière eux une ligne de défense en miettes, percée irrémédiablement. L'aube se leva sur un champ de ruines, le soleil pâle filtrant à travers la fumée persistante. Laurent, assis près des restes du Stuart, ce véhicule oublié qui avait initié la folie, bandait la jambe de Harlan avec un kit médical volé. Duval, évacué vers un poste de secours, survivrait. Moreau, marqué à jamais, rechargeait son fusil d'un geste machinal. Leclerc capta les premières transmissions triomphantes. La voie vers Caen est ouverte. Infanterie avance. Les Sherman roulèrent en avant, escortant des colonnes de GI et de poilus français, leurs chenilles écrabouillant les barbelés restants. Harlan, porté sur une civière improvisée, croisa le regard de Laurent. « Ton petit tank, il a valu plus que tous les Tigers. Une légende, sergent. » Laurent hocha la tête, sentant le poids des pertes. Ruiz, les anonymes tombaient dans la boue. La guerre continuait, impitoyable. Mais cette percée, née d'un caprice du destin, avait accéléré la libération. Quand tomberaient des semaines plus tôt, les Alliés s'enfonçant vers Paris. Le Stuart, remorqué comme un trophée rouillé, rejoindrait un dépôt, oublié à nouveau. Mais pour ces hommes, il resterait gravé, un symbole de choix fou, de sacrifice humain dans le chaos normand. Et tandis que les moteurs alliés grondaient vers l'intérieur des terres, l'horizon s'ouvrait enfin, teinté d'un espoir fragile, au prix du sang versé cette nuit-là.